actuelle en France et dans le monde, aux côtés de nos chroniqueurs et de nos invités. Tout ce qui compte pour vous est dans le Grand Journal. Rendez-vous à 14h. À tout à l'heure. Radio J. Radio J. Radio J. Le 10-11. Lise Gutmann. Radio J. Shalom Alechem. Evenu Shalom Alechem. Sur Judaïque FM, la radio que l'on aime. Vous êtes sur Judaïque FM, la radio du judaïsme français. C'est sur ce florilège de jingle de Judaïque FM que nous commençons cet hommage très particulier, un 10-11 spécial ce matin consacré à Vladimir Spiro qui en était le directeur. Alors, en studio avec nous ce matin, je suis un peu émue et je m'en avec excuse. ce générique. C'est un peu dur, voilà. Avec nous en studio, tout d'abord, Sophie Spiro, qui est la fille de Vladimir et Irit Spiro. On sait qu'Irit n'a pas pu être là aujourd'hui, mais elle nous écoute et on l'embrasse très fort. Sophie, bonjour. Bonjour. Alors, avec nous également deux journalistes de Judaïque FM qui sont aujourd'hui dans d'autres médias. Hélène Schumann, Benjamin Petrover, Hélène Schumann, qui ont très bien, comme moi, connu Vladimir Spiro. Bonjour. Bonjour. Bonjour Lise, bonjour à tous. Alors, nous allons, bien sûr, pendant ce 10-11, avoir de nombreux invités. On va l'annoncer au fur et à mesure. Je voulais juste, je vais dire juste quelques mots en ce début d'émission. Je voulais dire que Vladimir Spiro a donné leur chance aux jeunes que nous étions à l'époque. Judaïque FM a été une radio dans laquelle on a tous plus ou moins démarré, quel que soit l'âge qu'on ait eu à l'époque. Il nous a appelés, il nous a fait venir, il nous a appris le métier. Et si on en est là où on en est aujourd'hui, c'est aussi beaucoup grâce à Vladimir et à Irit aussi. Il faut bien dire les choses. Vous êtes d'accord avec moi ? Oui, c'est sûr que pour moi, c'est très particulier d'être là aujourd'hui avec vous, Lise, et rendre hommage à Vladimir Spiro. Et d'ailleurs, merci à Nelou Cohn et à Radio J d'être assez fair-play pour rendre hommage au fondateur de Judaïque FM, qui est une radio qui n'est plus. Voilà, il faut le préciser. Qui a proposé qu'on fasse ce 10-11 et qu'on remercie. C'était pas couru d'avance. Non. C'est pas quelque chose qui se fait. Donc, il faut le préciser. Pour moi, Vladimir Spiro est quelqu'un de très particulier puisque j'étais adolescent quand j'ai commencé à la radio sur Judaïque FM. Ouais, Benjamin avait 17 ans. Voilà. Même 15-16 ans quand je suis arrivé. 15-16 ans. Oui. Avec Boris Ancel, que je salue également. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on ne connaît plus aujourd'hui, c'est-à-dire cette possibilité en radio de proposer à des jeunes d'avoir une heure d'émission. Alors, à l'époque, on nous donnait une heure d'émission, j'avais le dimanche soir de 22h à 23h. En termes d'audience, c'était pas très risqué. Non. Mais moi, évidemment, ça m'a permis de faire mes armes. Parce que moi, j'ai pas appris le journalisme en école de journalisme. Je l'ai appris à Judaïque FM et ensuite dans les radios et les télés où j'ai travaillé par la suite. Et c'est vrai, moi, j'ai un souvenir très particulier avec Vladimir Spiro, c'est qu'au début, on le voyait pas parce que quand j'étais tout jeune, c'est pas le grand patron qui me parlait. Moi, j'étais le jeune bénévole de 15-16 ans. Et je me souviens qu'un jour, j'avais 18 ans et avec la chutzpah qui m'animait déjà, j'ai dit tiens, et si je faisais une interview avec le président du CSA ? Wow. À l'époque, Hervé Bourges. Évidemment, le CSA, c'est le Graal, c'est aujourd'hui l'Arcom. Je précise aux auditeurs, c'est l'arbitre des radios et des télévisions. Oui. Et pour Judaïque FM, c'était très important le CSA parce que c'était l'époque où il y avait 4 radios juives qui se partageaient une fréquence. C'était la guerre. Bon, on va pas reparler de cette période, c'était assez compliqué à gérer. Oui. Et j'ai réussi à décrocher une interview. Parce qu'il se trouve que j'étais adolescent, mais j'avais déjà un petit peu mué. Et je me souviens qu'au téléphone, j'avais parlé avec une voix grave en disant « Je voudrais parler avec le président du CSA pour une interview ». On m'avait dit « D'accord ». Et j'arrive dans le hall du CSA et il y avait un vieux monsieur et moi. Et la secrétaire d'Hervé Bourges arrive et elle se tourne vers le vieux monsieur et elle dit « Monsieur Petrover ?» Et je dis « Non, c'est moi ». C'était le petit garçon à côté. Donc je pense qu'ils étaient même surpris avec qui ils avaient donné l'accord pour cette interview. Et je me souviens que le soir de la diffusion, le téléphone de la régie a sonné et c'était Monsieur Spiro qui, pour la première fois,
m'a adressé la parole pour me féliciter. Et pour Wow. moi, c'était le Graal absolu, tout jeune adolescent Oui. que j'étais, le Bah patron oui. de la radio qui m'appelle pour me féliciter. Bah oui. Et voilà, et cette bienveillance qui le caractérisait m'a suivi au long des années. Moi, je crois qu'il y avait chez Vladimir Spiro aussi une très grande liberté, une volonté de nous laisser, de nous donner la chance, puisque moi, comme Benjamin, je suis arrivée, j'étais un peu plus âgée que lui, mais c'est vrai que j'avais jamais fait de radio. Et si j'ai plus eu affaire à Iris Spiro pour des émissions Qui était comme des directrice émissions d'antenne. voilà, de beauté, etc., j'ai toujours suivi Vladimir Spiro qui était là. Et pour moi, et je voudrais le redire, je l'ai écrit, pour moi, c'était vraiment le dernier des partisans, c'est-à-dire qu'en fait, Ouais, Hélène est très émue. il était vraiment ce qu'on appelle un Polonais dans ses tripes. Il avait souffert, Sophie va sans doute nous va nous en retracer sa parler. vie. Mais c'est vrai que ne serait-ce que son mail commençait par Antec. Pourquoi ? Parce qu'il faut savoir que ses modèles, c'était Antec Zuckerman, Mordechai Anielewicz. Et pour lui, ces gens sont des gens qui ont résisté Qui ont dans les lutté. ghettos, qui ont lutté. Et je crois qu'en fait, sa vie, c'était un peu ça. Et la radio aussi. C'est-à-dire qu'il arrivait, Benjamin, j'imagine que tu t'en souviens, Lise aussi, il arrivait, c'était vraiment bon, alors qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, etc. Oui, et c'est vrai. je pense, il y avait aussi une ambiance très, très particulière. Oui. Et ça, il faut le dire. Et c'est grâce à des gens comme lui, comme Iris. Et je pense, je sais pas si vous êtes d'accord, mais c'est quelque chose qui a un peu disparu aujourd'hui. C'est ce sentiment un peu du monde d'hier qu'on Oui. avait. Ce On sentiment. continue quand même beaucoup à Oui. cultiver la mémoire Oui, sur Radio J. bien sûr, Oui. mais il y avait quelque chose chez Mais eux oui, il y avait un très particulier. un côté très vibrant pour l'avoir vécu. Et pour l'avoir vécu, ça me permet, c'est une transition qui me permet de passer la parole à Sophie Spiro, que je salue. Merci d'être avec nous, Sophie. Vous nous sentez très émue, vous aussi. Donc, en fait, on compte sur vous pour nous retracer un petit peu la vie de votre père, dans la mesure où on a appris très très tard, mais vraiment très tard, vers la fin de Judaïque FM, parce que vos parents ne nous en parlaient jamais, même si tout ce qu'Hélène nous dit, on le sentait, on le palpait, mais on n'avait pas les mots. Et les mots, on les a eus à la fin sur ce qu'ils avaient vécu en Pologne pendant la guerre. Je vous laisse la parole. Bonjour. Alors, moi, je connais l'histoire et l'enfance de papa parce qu'on m'a raconté. Papa n'était pas un grand bavard sur son enfance. C'était une période qu'il avait, qu'il occultait, qu'il évoquait peu. Moi, j'ai toujours appris les événements de la vie de papa dans des moments qui étaient totalement incongrus. Et c'est vrai que plusieurs fois, je me suis posé la question, mais pourquoi papa était plombier? Alors qu'il était aussi... C'est un intellectuel. Voilà. Il y a plein de petites choses comme ça qui ont fait qu'à plusieurs reprises, je posais les questions. Et papa répondait, mais toujours de façon très superficielle. Bon. Il a été dans le ghetto de Varsovie comme enfant. Voilà. Donc papa était dans le ghetto de Varsovie. Il est resté peu de temps dans le ghetto de Varsovie. Il était enfant, il était tout petit. Il est né en quelle année? Papa est né en 1937. Oui. Bon, donc il est resté peu de temps dans le ghetto. Il avait des souvenirs olfactifs, c'est-à-dire il y avait des odeurs. Quand il parlait du ghetto, ça sentait mauvais. Il y avait des couleurs. Il se rappelait d'une pièce dans laquelle il était resté, une pièce un peu grise. Il se rappelait des poux. Ça, c'est quelque chose. Il parlait des poux.
Voilà, c'est vraiment ce qu'il a pu. Les rares fois où il a évoqué son passage dans le ghetto, c'était ça. Et puis après, il y a eu l'exfiltration du ghetto avec ma grand-mère, avec mamie, qui avait gardé des contacts avec la résistance polonaise parce qu'elle était elle-même elle était communiste. Elle faisait partie de cette génération qui était très très communiste, du passé ne faisons pas table rase complètement, mais presque. Et elle avait gardé donc des contacts et en fait elle a organisé, elle a organisé l'abandon de papa sur une place. Elle lui a lâché la main et il y a un policier qu'elle connaissait qui a pris papa et qui l'a amené au commissariat. C'était la seule façon de voilà. Ouais. Et en fait, mamie disait toujours, il vaut mieux vivre séparés que mourir ensemble. Ah, c'est très intelligent, bien sûr. Donc, pour la petite histoire, papa est passé de couvent en couvent pendant la guerre. Il a été caché par les bonnes sœurs. Et ma grand-mère, elle, est allée se jeter dans la gueule du loup puisqu'elle est partie à Munich. Et elle était serveuse dans une guest house. Voilà, elle était considérée comme travailleuse polonaise parce qu'elle était blonde aux yeux bleus, elle parlait allemand. Donc en fait, personne n'aurait pu imaginer un quart de seconde qu'elle était juive. Et pendant ce temps-là, papa était donc chez les bonnes sœurs. Et dès que la guerre a pris fin, mamie est partie le chercher. Et ils sont pas venus directement en France, ils sont repartis à Munich parce que le père de papa a été déporté. Il n'est jamais revenu, donc mamie n'avait plus de famille et ils sont donc rentrés à Munich puisque elle habitait à Munich. Bien sûr. Donc il a passé pratiquement un an en Allemagne. Un an en Allemagne. Après la guerre. Ensuite, ils sont venus en France. Ensuite, ils sont venus en France. Ils auraient pu aller aux États-Unis puisque ma grand-mère avait un frère aîné qui vivait à New York, qui lui avait envoyé tous les billets, les visas. Oui. Et pour des raisons que je ne connais pas, elle a préféré rester en France. Elle s'est installée à Paris. Elle a rencontré Elisha, donc mon papy, oui. Et ils se sont mariés et elle a refait sa vie. Elle a refait sa vie à Paris. Papa a grandi dans le 19e, 20e. Il était à l'école primaire et c'est vraiment un enfant de l'école de la République. Hein. Il est arrivé, il parlait pas un mot de français. Il était premier de la classe. Il a toujours été extrêmement bon élève. Mais pour des raisons que je n'ai toujours pas compris, papa a fait une école de plomberie. Oui. Mais il a toujours été très attiré par la culture. Il était autodidacte, on peut le dire. Complètement autodidacte. Alors, oui. Alors, Sophie, vous continuerez tout à l'heure parce que là, on me fait signe qu'on a Gérard Hakoun en ligne et que Gérard peut-être... Alors, attendez. Gérard Hakoun qui a été trésorier de Judaïque FM. En attendant d'avoir Gérard Hakoun, ce que vous me racontez, Sophie, me rappelle une chanson de Jean-Jacques Goldman. Il changeait la vie. Oui, exactement. Où ça parle d'un petit cordonnier qui, en fait, de par son action quotidienne, changeait la vie des gens. C'est un peu ce qu'a fait votre père. Oui. C'est-à-dire que oui, c'est vrai qu'il y a plomberie qui était l'activité qui, en fait, donnait la parnassa, qui vous donnait à manger. Mais de l'autre côté, en fait, son travail sur la pensée juive, sur l'héritage de la tradition juive, c'est quelque chose qui était très important pour lui. Allô. Pas au sens religieux, mais au sens culturel du terme. Il a transmis, c'était un peu, il changeait la vie. Voilà. Oui. Gérard Hakoun est en ligne avec nous. Gérard, bonjour, merci d'être avec nous ce matin pour cet hommage à Vladimir Spiro. Alors Gérard, comment avez-vous rencontré Vladimir ? On a dit que vous étiez le trésorier et plus encore que Judaïque FM. Gérard Hakoun, c'est des émissions qui sont restées célèbres. On en écoutera un extrait tout à l'heure, comme 30 minutes pour convaincre et d'autres encore. Comment est-ce que tout a commencé à Judaïque FM entre Vladimir et vous ? Racontez-nous. Eh bien, écoutez, nous sommes retrouvés dans des réunions sur les problèmes d'Israël et sur les problèmes juifs en général, et nous y avons sympathisé. C'était à partir du centre Crémieux. Oui.
que nous avons lié connaissance et que nous avons sympathisé, que nous avons continué à appuyer. Moi, je m'occupais d'une des radios juives de Paris. Et laquelle? Judaïque? Judaïque, oui. Oui, bien sûr. Et donc, nous sommes ensuite, nous sommes rentrés, enfin, nous y sommes mis tous les deux, lui et moi, et nous avons fait soit des interviews d'hommes politiques ou d'écrivains, etc. Il y avait donc une émission qui était 30 minutes pour convaincre. Oui. Et deux émissions qui avaient lieu le dimanche, qui était un échange de vues entre Spiro et moi sur la situation politique en France, en Israël et dans le monde, selon l'actualité. Est-ce que vous pouvez nous donner peut-être un souvenir particulier que vous avez avec Vladimir? Quelle image vous gardez de lui, Gérard, en fait? De mon alter ego. Oui, c'est vrai. Voilà. Vous étiez indissociables, faut le dire à l'époque. Et si je peux ajouter quelque chose, Lise et Benjamin sera d'accord avec moi, ils étaient d'accord, surtout politiquement en tout cas. Oui, il y avait une espèce d'osmose. Pourtant, ils n'étaient pas du tout de la même origine tous les deux. C'était une grande rencontre, Ashkenaz et Farad. Oui, Gérard. Oui, on était d'accord sur bien des points, mais des fois on avait des nuances. Oui, heureusement d'ailleurs. Lui était plutôt rigide, moi moins. Et donc, nous arrivions à un modus vivendi au niveau des réponses à ces questions. Mais enfin, sur le plan politique, on était assez d'accord. Sauf que moi, j'étais militant et que lui n'a jamais été militant dans un parti. Et moi, donc, j'avais cette notion des rapports entre militants inscrits au même parti qui n'avaient pas. Mais enfin, comme si vous voulez, c'était des problèmes juifs que nous voulions traiter. Oui. On avait par rapport à la gauche avant 81, avant qu'elle soit au pouvoir, déjà réfléchi à regrouper les juifs de gauche de manière à ce qu'ils puissent avoir un mode d'expression, une expression dans la société sur le plan politique. Avant 81, vous saviez déjà qu'il y aurait des radios qu'on appelait libres à l'époque sur la bande FM? Non, on se connaissait. On avait commencé à militer ou à discuter politique ensemble en privé avant la possibilité d'intervenir au niveau des radios. Ensuite, nous sommes bien sûr inscrits comme les autres en demandant une fréquence. Oui, c'est ça. Comme la communauté juive a eu une seule fréquence pour 4 radios. Au début, il y en avait plusieurs. Au début, il y en avait 4. Non, mais au début, il y avait plusieurs fréquences. Oui, au début, il y avait plusieurs fréquences. Au début, Gérard, il y avait plusieurs fréquences. C'est ensuite que le CSA a regroupé les radios juives en une fréquence. C'était, comment dirais-je, pas légalisé. Non, c'est vrai. On intervenait sur quoi on pouvait. Et alors, comment est né le nom Judaïque FM, Judaïque avec un S? C'était une émanation de l'association pour le développement des cultures juives, avec des S au pluriel, qui a créé Judaïque FM. Alors moi je propose, Gérard, restez avec nous. On va écouter un premier son qui est, je crois, la première émission, Benjamin, que vous avez réalisée. Alors c'est le premier 30 minutes pour convaincre que j'ai fait avec Vladimir Spiro et Gérard Hakoun. Eux, ils en faisaient depuis bien longtemps. Alors ça remonte au début, donc on est il y a plus de 25 ans maintenant. Et 30 minutes pour convaincre, votre émission Gérard Hakoun avec Vladimir Spiro, où j'ai eu la chance de participer de temps en temps. À l'époque, ça donnait ça. Bonjour à toutes et à tous, bon dimanche, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de 30 minutes pour convaincre, l'émission politique de Judaïque FM. Vladimir Spiro, Gérard Hakoun et Benjamin Petrovert. Notre invité aujourd'hui, monsieur Jean Tibéri. Jean Tibéri, bonjour. Bonjour.
Voilà, donc on reconnaît la voix de Benjamin Pétrovert. Je peux dire bébé, non? Oui. En présentateur de cette grande émission. Oui. J'ai presque la même voix, mais juste après, on entend Vladimir Spiro qui parle. On entend, bien sûr. Alors pour moi, c'était très impressionnant, mais puisque Gérard Hakoun est avec nous, on peut en profiter. C'est vrai que vous et Vladimir Spiro, vous étiez très à l'aise dans cet exercice de recevoir les hommes politiques. Est-ce que pour lui, c'était important de pouvoir leur parler directement et au-delà de ces interviews, de leur faire passer des messages? On essayait. On essayait déjà de les faire parler répondre aux questions qu'on leur posait, répondre sur les thèmes qui pouvaient intéresser la communauté. Et ensuite, ma foi, si on pouvait obtenir certaines choses suite à ces émissions, on s'essayait à le faire. Hein. Alors, vous avez interviewé beaucoup d'hommes politiques, peut-être Benjamin aussi peut rebondir. Quel souvenir vous gardez et quel est l'homme politique qui vous a le plus marqué quand vous étiez avec Vladimir Spiro? Écoutez, ils sont beaucoup à nous avoir marqués parce que il y en avait certains dont on se souvenait parce qu'ils ne connaissaient rien au sujet qu'ils avaient à traiter. Et d'autres qui, au contraire, étaient tout à fait à l'aise pour parler, en particulier d'Israël. Vous savez, il y avait quand même, par rapport aux radios juives en général, de la part des hommes politiques, une certaine crainte quand ils intervenaient. Ils ne savaient pas très bien comment leur message allait être pris, s'ils allaient répondre à nos questions. Et ils n'étaient pas à l'aise. Oui, c'est sûr. Benjamin, un souvenir? Il me semble, Gérard Hakoun, il me semble même qu'on avait une fois un certain Jean-Luc Mélenchon, si mon souvenir est bon. Oui, il y a eu Mélenchon, qui s'était d'ailleurs très bien conduit. Et en souvenir de cette interview, et voir son évolution aujourd'hui, je me dis que c'est plus le même homme. Oui, c'est certain. Sophie Spiro, est-ce que vous vous souvenez de la création des radios? Oui, très bien. Oui. À la maison, c'était papa, maman, mon frère Serge et moi, et la radio. D'accord. Donc en fait... Pourtant, c'est votre premier passage radio aujourd'hui? Oui. C'est la première fois que vous parlez dans un micro? Oui. Bah dis donc, on dirait qu'elle a fait ça toute sa vie. Non, mais surtout pour être la fille de créateur d'une radio, c'est très étonnant de n'y avoir jamais mis les pieds, ni parlé. En yiddish, on dit la petite pomme tombe pas loin de l'arbre. En fait, c'est vrai qu'à cette époque-là, moi je commençais ma vie d'étudiante et puis j'ai beaucoup voyagé, donc c'est vrai que j'étais rarement à Paris. J'étais rarement à Paris, puis la radio c'était papa, maman. Enfin, j'étais pas du tout branchée radio juive. Moi, j'étais monitrice au collège à Corvol, donc je ne pouvais pas m'occuper, et être investie au collège et en même temps à la radio et être étudiante et puis faire la fête. Enfin bon, c'était pas mon truc. Mais c'est vrai que la radio a pris beaucoup de place dans la vie de papa et maman. Mais lorsque papa préparait ses émissions à la maison, c'était on fermait les portes, il fallait pas faire de bruit. Lorsqu'on partait en vacances avec les enfants, lorsque papa préparait ses émissions, ou alors les émissions qui n'étaient pas en direct, qu'il enregistrait, il fallait sortir avec les enfants, partir loin pour pas qu'il y ait de bruit. Enfin, c'était très important. Il préparait ses émissions, il lisait, il lisait des bouquins tout le temps, on le voyait tout le temps préparer. Vladimir, c'était un intellectuel. Alors, on est en train... C'était un grand lecteur. Un grand lecteur. Gérard Hakoun, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et quand vous le souhaitez, vous êtes le bienvenu dans le studio de Radio J. Merci beaucoup. Si vous m'invitez, pourquoi pas? Je vous invite en direct. Avec plaisir. D'accord, merci. Au revoir Gérard, merci à vous. Vous êtes sur Judaïque FM 94.8, la radio du judaïsme français. Radio J. Vous écoutez Radio J à Paris sur 94.8 en DAB+, et sur notre appli Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. Le 10-11. Lise Gutmann. Radio J. Il est 10h30.
vous êtes sur Radio J et tout de suite c'est le rappel des titres avec Nina Alouche. Nina, bonjour. Bonjour Lise, bonjour à toutes et à tous. À la une de l'actualité, le Hamas a reporté les élections pour sa direction. Le report serait lié à 2 raisons. La priorité donnée aux négociations pour la deuxième phase de cessez-le-feu à Gaza et des désaccords internes récents au sein du Hamas. Le candidat pro-iranien Khalil al-Hayya est favori. Le Hamas qui a par ailleurs affirmé qu'un haut responsable de la police de Khan Younes, Mohamed al-Astal, a été tué par des agents israéliens lors d'une fusillade dans le sud de Gaza. Selon le ministère de l'Intérieur du Hamas, les tirs auraient été effectués depuis une voiture. Une enquête est en cours. Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, condamne les violentes perturbations perpétrées par des ultra-orthodoxes lors d'une conférence de la brigade Haredi de Tzahal hier soir. Selon lui, une frange extrémiste des manifestants a agressé des soldats et des commandants de Tzahal lors de l'événement. Il a promis que cette brigade et d'autres unités Haredi continueront de se développer malgré l'opposition des groupes extrémistes. Le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi a déclaré que l'Iran ne cherchait pas la guerre mais qu'il y est pleinement préparé. Il a aussi affirmé que Téhéran était prêt à négocier à une seule condition, que les discussions soient équitables et fondées sur le respect mutuel. Ces déclarations interviennent après que le président américain Donald Trump ait affirmé que l'Iran cherchait le dialogue tout en menaçant une action militaire en réponse à la répression des manifestations. L'Iran a prévenu qu'il frapperait Israël et des intérêts militaires américains en cas d'attaque et Israël serait en état d'alerte maximale. Enfin, l'Australie convoque son Parlement pour voter des lois pour lutter à la fois contre les discours de haine et l'accès aux armes après l'attentat terroriste antisémite de Bondi. Merci Nina Alouche. On retrouve votre journal à 11h sur radioj.fr et DAB+. Merci d'être avec nous. Le Club Imo Radio J, Marc Ezrati. Bonjour, c'est Marc Ezrati. Je vous retrouve tout à l'heure avec le Club Imo à 16h05 sur Radio J. Des invités exceptionnels, des analyses éclairées, un tour du monde de l'actualité. C'est cet après-midi, 16h05 et c'est uniquement sur Radio J. Radio J. Vous êtes sur Judaïk FM, la radio du judaïsme français. Les invités de Lise Gutmann sur Judaïk FM. Oh là là, il faut pas se tromper, Lisa. Maintenant, c'est sur Radio J, voilà. Alors, c'est vrai que ce qu'on vient d'entendre, ce sont les génériques presque historiques de Judaïk FM. On l'aimait pas trop, ce blam un peu violent. Je voudrais quand même dire que c'est Philippe Glass qui a composé cette musique et que ça vient d'un film Mishima, voilà. Et Irit Spiro, que j'embrasse très fort, adorait cette musique. Nous, un peu moins, faut et dire. ce jingle. Sophie, vous connaissez le mystère autour de cette musique? Non. Pourquoi on devait l'écouter tous les matins? Je ne sais on veut pas. tous savoir. Je ne sais pas. On écartait le casque tellement et moi, je m'y suis faite, mais c'est vrai que j'avais des accélérations cardiaques au début, mais voilà quoi. Voilà. Mais c'est vraiment, ça reste quand même Judaïk FM. Bah évidemment. Voilà. Alors, on va accueillir, on est en ligne maintenant avec Rafi Marciano. Rafi, bonjour. Bonjour Lise. Alors, Bonjour. cher Rafi, merci d'être avec nous ce matin pour évoquer la mémoire de Vladimir Spiro. Vous l'avez bien connu. Est-ce que vous pouvez évoquer pour nous un souvenir? Écoutez, je garde un souvenir d'un homme élégant, d'un homme très courtois, très déterminé. Vous allez vous recadrer sur le téléphone parce qu'on vous entend mal. Recommencez, excusez-moi. Je disais que j'ai rencontré un homme d'une élégance exemplaire. Et c'était un homme qui était avec des convictions déterminées, qui ne cédait en rien sur des principes qu'il jugeait justes. Et il utilisait les ondes radio, Judaïk FM, et il disait toujours Judaïque avec S. Alors, ma rencontre avec lui, c'était l'idée, voilà, d'un jeune séfarade et d'un ashkénaze bundiste. Et donc, tout pouvait apparaître comme nous séparer.
et sur Israël, et sur l'identité juive, et sur la religion, etc. Mais en réalité, Vladimir Spiro était ému par un amour du peuple juif à sa manière. À sa manière, il aimait défendre les valeurs du judaïsme, l'éthique du judaïsme. Il ne s'embarrassait pas d'idéologie, même s'il était dans l'idéologie bouddhiste, ce qui va d'ailleurs générer beaucoup de questionnements. Mais il avait une conviction profonde, c'était celle de servir le peuple juif. Pas une idéologie, il n'était pas très pro-israélien, mais il avait une analyse... Mais il était quand même très sioniste, hein. Oui. Il avait par la suite, et il avait une analyse sur Israël, le Proche-Orient très aiguë avec son compagnon, où il faisait un commentaire une fois par semaine sur l'actualité israélienne. Et ça devenait un moment, un rendez-vous de l'histoire journalistique pour entendre des analyses politiques qu'on n'entendait pas ailleurs. Et c'était cette capacité qu'il avait d'analyser la situation au Proche-Orient, notamment d'Israël, et l'évolution politique. Rafi Marciano, bonjour. Vous aviez vous-même une émission, je crois, sur Judaïque FM. Est-ce que vous pouvez nous la rappeler ? Oui, non, c'est d'abord dire que la seule radio qui a accueilli le centre communautaire de Paris et l'Institut universitaire Elie Wiesel, c'était Judaïque FM. Parce que même si on ne partageait pas l'idée du judaïsme, de la religion, etc., mais il avait un profond respect, même avec les gens avec qui il n'était pas d'accord. Et il trouvait en nous, en tout cas, la manière de montrer la pluralité. Et il avait cette idée, dans la radio, il imposait cette idée de dire la Judaïque FM doit s'attacher à 3 principes. La pluralité des publics, la pluralité des contenus et la pluralité des intervenants. Même si c'était parfois révolutionnaire, Vladimir Spiro et sa femme, Edith, encourageaient au dialogue, à l'altérité, à la rencontre qui enrichissait le judaïsme français. Et ça, beaucoup de gens qui côtoyaient Vladimir Spiro ne se rendaient pas compte sur le moment. Oui. Mais après, on a réalisé à quel point il défendait ce débat démocratique dans la communauté. C'était un temps démocratique qui n'existait pas forcément dans d'autres médias. Et il a défendu ce côté de la pluralité. Moi, j'ai tout me séparé sur le plan religieux de Vladimir, mais il avait un profond respect pour ce que je lui expliquais. Et sa femme Edith également, ils avaient un profond respect dans la divergence. Et c'était très important, ça reflétait sur l'antenne. Alors, et beaucoup d'institutions juives jalousaient, entre guillemets, cette liberté de ton, cette liberté d'action qu'ils avaient dans une radio avec S. Alors, justement avec S. Rafi, moi je propose une chose, c'est qu'on entende quand même un peu la voix de Vladimir. On a un son et Serge Surpin qui a fait des prouesses au niveau réalisation technique et qu'on remercie. On écoute la voix de Vladimir, écoutez. 30 minutes pour convaincre, l'émission politique de Judaïque FM, animée aujourd'hui par Vladimir Spiro et Gérard Hakoun. Nous recevons Gérard Chalian, géostratège et auteur de nombreux ouvrages. Bonjour. La question qu'on peut se poser... Voilà, c'était très pro. Hein, il avait une voix très impressionnante. Très impressionnante. Lorsqu'il se mettait à parler, évidemment, on l'écoutait. Oui. Ouais. Et moi, il était très audacieux. Oui. C'était cette volonté de bâtir une information très originale. Il était très invité à l'époque, Gérard Chalian, c'était révolutionnaire. Mais oui. Il était sans concession. Pour reprendre ce que disait Rafi, la publicité, les trucs comme ça, si lui, il avait quelque chose à dire et à défendre, il le faisait. Oui, c'est vrai. Et ça, tout à fait. Chapeau. Oui. Quand on invite Gérard Chalian, à l'époque, je vous parle il y a 20 ans, 25 ans, c'est comme si vous invitiez Boulise, Guttmann aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon. Ah oui, non, je risque pas. C'était l'idée de faire entendre une voix, mais la contredire. Oui. Et il avait des arguments contre Chalian. Je me rappelle cette émission avec Hakoun, il faisait un duo très complémentaire. Oui. Et aujourd'hui, il est les chamailles, même sur le plan idéologique. C'est vrai. C'était la discussion ouverte. Rafi,
Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci beaucoup d'avoir évoqué pour nous la mémoire de Vladimir Spiro. Et on vous retrouve très vite sur Radio J, bien sûr. Bien sûr, merci à vous. Merci Rafi, au revoir. C'est très juste ce que vient de dire Rafi, Martienne. Tout à fait, bien sûr. Oui, j'aimerais juste intervenir lorsque vous disiez que papa avait une voix très imposante et magistrale. Il faut savoir que papa était bègue. Oui, Je le savais pour lui, et que pour lui, c'était un effort de concentration extrêmement important. Et c'est vrai que c'était après chaque émission, est-ce que j'ai pas bégayé, est-ce que ça a été, est-ce que c'était... Il vous en parlait à vous parce qu'à l'antenne il ne bégayait pas. Non, jamais. Non, jamais. Jamais. Mais c'était toujours la question qu'il posait à maman, à maman, mais voilà. C'était donc, ça sa fragilité en fait. Oui, donc vraiment, c'était pour lui, c'était extrêmement important et c'était un effort de concentration très fort, très fort, vraiment. Et ça le motivait d'y arriver, mais ça l'angoissait aussi. Ouais. Donc, alors, quand même, par rapport à ce que vient de dire Rafi, quel était son regard précisément et son rapport avec le judaïsme, avec Israël ? Parce que ce qu'a dit Rafi, je ne crois pas que ce soit très juste, parce que vos parents se sont rencontrés dans un kibbutz. Ah ouais, donc quand même, on est dans un récit et puis ils y allaient tout le temps. Hein. Il y a un proverbe qui dit qui aime bien châtie bien. Bon, voilà. Donc papa aimait Israël, sans aucun doute, mais critiquait Israël quand il pensait qu'effectivement il y avait des choses qui allaient pas. Des choses qui n'allaient pas. Mais c'est vrai que papa comme maman ont toujours gardé une relation très spéciale avec Israël. Et avec leur judéité, parce qu'on a l'impression que c'était toujours le côté judaïsme en tant que culture et pas en tant que religion qui était pour lui le plus important. Bon, il n'y avait pas de religion à la maison. Il n'y avait absolument pas de religion à la maison. Papa et maman ne sont pas religieux, nous ne sommes pas religieux, mais on mangeait juif, on parlait juif, presque tout tournait autour du judaïsme. Et d'Israël aussi. Et d'Israël. Vos parents allaient souvent, d'ailleurs. Voilà, moi je les ai rencontrés donc en Israël, ils y allaient souvent. Et c'est vrai que j'ai toujours été frappée par le bonheur de Vladimir là-bas. Il allait tous les matins à la piscine Gordon, il y allait à pied. Il y avait quelque chose de différent quand je les voyais là-bas. Irrite aussi, mais quelque chose qui semblait dire je suis chez moi. Exactement. Papa et maman étaient très apaisés en Israël. Voilà. Et moi, j'ai des souvenirs d'être allée en Israël toute petite, parce que mon grand-père vivait là-bas, à Tel Aviv. Donc moi, j'ai commencé à aller en Israël. Le grand-père, c'est le père de maman. Bon, et moi, j'étais en Israël toute petite, vraiment toute petite. Et mes parents se sont rencontrés au kibbutz en Israël en 60. Donc, et Irit était aussi dans le ghetto de Varsovie. Oui. Je crois que ça a dû leur faire un point commun. C'était un point commun, oui. Oui, tout à fait. Voilà, sans se connaître, mais oui. Voilà. Mais ils y étaient, ils étaient tout petits. Oui. On écoute tout de suite, on est en ligne avec Shlomo Malka, qui est avec nous. Shlomo, bonjour. Bonjour. Bonjour Lise, bonjour à tous. Alors, merci de participer à cet hommage à Vladimir Spiro. Comment est-ce que vous l'avez rencontré, Shlomo ? Comment je l'ai rencontré ? Écoutez, là, vous me posez une colle. Alors, est-ce que vous avez un souvenir particulier que vous souhaiteriez évoquer avec nous ? Il était patron d'RCJ. Oui, à l'époque, vous étiez... Voilà. Mais il y avait beaucoup... Vous travailliez beaucoup ensemble, bien sûr. Oui, nous avons collaboré ensemble pendant plusieurs années puisque nous étions en association avec Judaïque FM pendant un certain nombre d'années. Je dois dire que j'avais beaucoup de respect pour lui.
Oui, un petit problème technique. Ouais, on a Shlomo un problème. Malka, qui était très lié avec Vladimir Spiro. Bien sûr. Ne serait-ce que pour la fameuse Tzedaka dont on participait tous. Mais pas que, parce que c'est vrai qu'il y a eu une union entre RCJ. Il faut expliquer aux gens ce que veut dire RCJ. Oui, c'est la radio de la communauté À l'origine, ça voulait dire Radio Communauté et Judaïque FM. Ça voulait dire exactement. La vraie signification de RCJ, moi, c'est ça. j'étais au mariage d'ailleurs des deux radios, c'était il y a longtemps. On me fait signe que Ariel Sion est en ligne avec nous. Ariel, bonjour. Bonjour Lise, vous m'entendez? Oui, très bien, on vous entend. Bonjour, Ariel. Bonjour Ariel. Alors, Ariel, merci d'être avec nous pour évoquer la mémoire de Vladimir Spiro, que vous avez bien connu, avec lequel vous avez travaillé, avec sa femme également. Est-ce que vous pouvez évoquer pour nous ce matin un souvenir de Vladimir? D'abord, c'est la rencontre et la présence de Vladimir. D'abord, Vladimir et Iris, c'était quelque chose qui allait ensemble et qui était absolument évident. Ils étaient très différents l'un de l'autre et en même temps, il y avait une union entre les deux qui était assez fascinante, assez bouleversante. Vlodek, c'était quelqu'un qui avait l'air au premier abord sévère, avec une moustache, et puis derrière son sourire, quand le déclic se faisait, on n'avait pas besoin de beaucoup de mots. Le sourire de Vladek, c'était pas quelqu'un qui était expansif et exubérant, mais quand il vous souriait en profondeur, jusqu'au fond du cœur, fond de l'âme. Ariel, vous aviez une émission sur Judaïque FM, c'est Hélène à l'appareil. Oui, j'ai bien compris. Oui, j'avais des émissions. Les Spiro m'ont permis de faire avec beaucoup de tolérance, parce qu'on n'avait pas toujours les mêmes conceptions du monde, même si on avait beaucoup de points communs pour les conceptions de ce qui était humain et de ce qui était l'humanité. Mais ils m'ont permis de faire plusieurs types d'émissions, et ce que je voudrais évoquer pour Vlodek, et puis ça va aussi à Irit, c'est que c'est le respect qu'ils m'ont témoigné. C'est très très important. Le respect, la convivialité, la chaleur aussi dans certains moments, qui n'étaient pas toujours des moments simples, et puis la possibilité, en respectant les limites de ce que permettait la radio, les possibilités de faire des programmes qui étaient d'abord la continuité des programmes de Thérèse Lieberman, de Thérèse Jasmin. C'est bien d'évoquer son nom, parce que moi, je suis rentrée grâce à Thérèse au départ pour les émissions yiddish. Et puis ensuite aussi de faire des émissions que j'avais dans la tête, et des programmes que j'ai pu créer et qui m'ont fait. J'ai eu grand plaisir à réaliser ces choses. Judaïque FM n'était pas la première radio sur laquelle je me suis exprimée, mais c'est celle sur laquelle je me suis exprimée le plus longtemps. C'était quoi la première radio sur laquelle vous vous êtes exprimée? Radio J. D'accord. Et d'ailleurs, à l'époque où Rafi était beaucoup à Judaïque, il avait également une émission sur Radio J, comme vous, ce qui est intéressant de savoir qu'il y avait des interactions. C'est important de le préciser. C'était avant. Oui, avant, voilà. Mais en tous les cas, Ariel, merci beaucoup d'avoir témoigné ce matin à la mémoire de Vladimir Spiro. Est-ce qu'on peut dire que c'était un mensch? C'est sûr que c'était un mensch. Voilà. C'est évident, il s'était fait à tous les sens du terme, à la force du poignet, et il avait une profonde humanité. Et puis, je sais pas, les rencontres des âmes et des âmes juives, c'est très particulier. Voilà. Oui. On le regrettera beaucoup. Et je voudrais dire que son souvenir soit pour nous tous un bienfait. Voilà. Bien sûr, bien sûr. Eh bien, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On vous embrasse et à très vite. Au revoir Ariel Sion. Merci d'avoir été avec nous. Merci.
Elle est toujours très très sensible, Ariel. Extraordinaire. Et c'est vrai qu'elle avait un regard très particulier sur Judaïque FM. Vrai. Moi, je la croisais souvent. Et c'est vrai qu'elle avait toute liberté d'évoquer les sujets qu'elle souhaitait. Il y avait un vent de Yiddishkeit, si je peux me permettre, Lise. Oui. De Yiddishkeit et de partisane, au sens polonais, qu'amenait Vladimir. La Pologne, il faut dire que, Sophie l'a dit, c'est vrai qu'ils étaient extrêmement laïques, et Benjamin s'en souvient, les rabbins n'étaient pas toujours les je m'en souviens encore. On va peut-être pas en parler ce matin, c'est un sujet plus sensible. Il y a autre chose qu'il faudrait dire quand même, Lise, parce qu'elle nous écoute sûrement ce matin, c'est Irit Spiro. J'ai évidemment une pensée pour elle, parce que... pour nous qui étions journalistes, animateurs, techniciens sur Judaïque FM, c'était Irit et Vladimir Spiro, comme l'a dit très justement Ariel Sillon. On n'imagine pas Irit Spiro sans Vladimir Spiro aujourd'hui. On lui souhaite évidemment du courage pour affronter les temps qui vont venir, parce que les deux formaient un bloc incroyable. Quand on lui parlait à lui, c'est comme si on lui parlait à elle. Et réciproquement, c'était un bloc incroyable. C'est quelque chose qu'on ne trouve plus aujourd'hui, Sophie. Je rappelle que vous êtes leur fille et vous êtes avec nous aujourd'hui en plateau. Un couple qui, plus d'un demi-siècle, a vécu ensemble de manière aussi soudée. À la maison, ils étaient aussi soudés qu'ils le montraient à la radio. Fusionnels. Oui, fusionnels. Fusionnels à l'extrême. C'est-à-dire que tout était maman, papa, maman. Je crois qu'ils ont rarement, très très rarement fait des choses de façon indépendante. Et lorsque l'un sortait avec des amis sans l'autre, c'était toujours pour se retrouver après. Voilà. C'est-à-dire que les chemins n'étaient jamais séparés. D'ailleurs, peu éloignés, mais jamais séparés. Et oui, et on pense aussi à Serge, votre frère, évidemment. Lise, je voulais dire aussi, Benjamin et Lise, qui sont là et qui étaient aussi sur Judaïque FM, c'est que moi, en tous les cas, je ne les ai quasiment jamais entendus se disputer. Ah non, alors ça... Oui, c'est pour ça que je posais la question à Sophie. Mais oui. À la radio. Alors, à la radio. À la radio. Mes parents ont passé presque 65 ans ensemble. Ah oui. Ça aurait fait 65 ans. Là. Évidemment qu'il y a eu des disputes, évidemment qu'il y avait des moments tendus, très tendus, mais comme tout le monde finalement. Comme tout le monde, mais c'est vrai qu'à la différence de leurs amis, leur bande d'amis, ils ne se sont pas séparés, ils n'ont pas divorcé, et moi j'ai toujours pensé que c'était dû à l'enfance, au trauma et au traumatisme de l'enfance qu'ils avaient en commun, et c'est quelque chose qui était le liant. Évidemment, il y a l'amour, mais c'était le socle. Et puis et le fait qu'ils donnaient toute une partie de leur vie pour la radio aussi, ils avaient ça en commun. Ils avaient ça en commun. Oui. Et c'est vrai que il y avait la radio, mais il y avait autre chose. Il y avait la famille, il y avait les enfants, les petits-enfants. Enfin, c'était pour papa, ses enfants et ses petits-enfants, c'était son trésor. Hein. C'était c'était son trésor de guerre. Hein, parce qu'il a toujours dit, c'est ma revanche sur la vie. C'est ma revanche sur la vie. Et c'est ce que disent beaucoup de familles ashkénazes dès qu'il y a une naissance. Bah voilà. Souvent les familles survivantes. Il y a une chose qu'on n'a pas dit, qu'il faut quand même rappeler, Lise, puisqu'on est ce matin sur Radio J, qui est de toutes les radios juives, la radio la plus célèbre depuis les origines, c'est Radio J, qui est un peu le thermomètre, de la communauté. Oui. Il faut rappeler qu'à l'époque, il y avait des vrais combats idéologiques entre radios, et Vladimir Spiro incarnait la gauche qui croyait en Oslo, qui croyait au processus de paix. Il y avait une vraie identité politique dans cette radio. Laïque aussi. Voilà, et les radios juives avaient chacune leur positionnement. Aujourd'hui, 25 ans plus tard, on en sourirait presque, parce qu'aujourd'hui, la communauté juive française est assez soudée sur ces questions-là, parce qu'il y a eu évidemment des aveux, il y a eu les déceptions de tout ce qui a eu lieu en Israël, et politiquement en France, on s'affronte moins que là-bas, en tout cas au sein de la communauté juive, mais à l'époque, c'est vrai que c'était beaucoup plus clivé et qui représentait une certaine ligne idéologique aussi. Bien sûr. Alors écoutez, je suis en train de voir que le temps passe extrêmement vite. On remercie
tous les participants à notre émission, Ariel Sion, Rafi Marciano, Shlomo Malka, qu'on n'a pas pu reprendre, mais qu'on retrouve régulièrement sur Radio J, bien entendu. Merci à Hélène Schumann, qu'on appelait Ilana à Judaïque, oui. J'ai pas oublié Benjamin Petrover, merci, Lise. Qui maintenant travaille dans de très très grands médias également, mais qui chante aussi. Oui. Et puis merci beaucoup à Sophie Spiro d'avoir été avec nous, et on a choisi de terminer cette émission sur le chant des partisans qui était si important pour lui, pour Irit et finalement pour nous tous. Merci. Et merci à vous. Avec plaisir. Merci. Les invités de Lise Gutmann sur Judaïque FM. Radio J. Radio J. Le 10-11. Lise Gutmann. Radio J. On vient d'entendre l'une des grandes voix de Judaïque FM. Je cite Lise Toubiana, qu'on embrasse. Voilà. Alors tout de suite, eh bien, merci à toutes et à tous d'avoir été fidèles à ce 10-11 si spécial. À 11h sur radioj.fr et DAB+, vous retrouverez le journal de Nina Alouche. À 14h, celui de Steve Nadjar, le grand journal, votre rendez-vous avec l'info en Israël, au Moyen-Orient et en France en direct sur Radio J. Steve Nadjar aujourd'hui débattra de l'actualité diplomatique et politique avec Christophe Barbier. Vous écouterez également les chroniques de Gilles William Goldnadel, d'Alexis Lacroix, Pascal Sunshine depuis Jérusalem et Chaim Nissenbaum. Et à 15h, Cyrielle Sarah Cohen recevra le comédien Bernard Malaka dans la pièce qui s'intitule « La femme qui n'aimait pas Rabbi Jacob ». Tout un programme, texte et mise en scène, Jean-Philippe Daguerre. C'est une nouvelle création et ils seront à partir du 10 janvier au Petit Montparnasse. Merci du fond du cœur à Serge Surpin qui a beaucoup travaillé sur ce spécial Vladimir Spiro. Merci à Nélou Cohn qui l'a permis, je voulais le dire, et qui l'a même proposé. Et puis voilà, donc merci à tous les participants. Quant à moi, je vous retrouve dès demain matin pour un nouveau 10-11 sur Radio J. Et comme tous les matins, on termine avec l'espoir Hatikva. Ulfate mitzrach kadima ein litzion sofi shani netzena el habustan mor besamim ulevona לרגליכם מפתה לערב של שושני Radio J. Radio J. Le grand journal, Steve Nadjar. Bonjour, c'est Steve Nadjar. Je vous attends tous les